Ah, elle arrive, elle fait son entrée, elle s'installe. Bonjour, Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre, sénatrice de Paris, rattachée au groupe communiste. Oui. Merci d'être présente sur ce plateau ce matin pour l'interview politique avec Bonjour. Saveria. Je voudrais tout d'abord vous entendre, on vient de le voir, on en a parlé sur l'affaire Benalla. Est-ce que, comme vos collègues de la commission d'enquête ici au Sénat, vous êtes consternés ? Je suis consternée et je pense qu'on ne doit pas être simplement passif en disant on est consterné. Quand même, on a un inédit. Le chef de la sécurité, enfin des responsables de sécurité de l'Élysée, puis de Matignon, puis de La République En Marche, quel parti dominant, avec tout ça en collusion. Et on déroule une pelote dont je crains qu'elle ne soit pas totalement encore déroulée. Est-ce qu'à votre sens, il faut mettre en place une nouvelle commission d'enquête ? Parce que je rappelle que les travaux du Sénat sont finis. Les commissions d'enquête ont du sens quand elles mettent en cause le fonctionnement de l'institution elle-même, et en particulier le dysfonctionnement, en particulier le fait qu'un conseiller puisse aller avec les forces de police, qu'on n'ait pas récupéré le passeport. Enfin, tout ça, c'est des dysfonctionnements du système politique et de l'État. Donc, je ne suis pas sûre que les faits qu'on constate, qui sont de l'ordre plutôt de l'activité privée de ces gens-là, qui évidemment, c'est quand même une affaire d'État, soient tout à fait de la compétence d'une commission d'enquête. Marie-Noëlle Lienemann. En tout cas, je voudrais dire que la commission d'enquête doit veiller à déposer plainte s'il y a parjure devant le Sénat. C'est dit. Dans le reste de l'actualité, la majorité qui tangue au Parlement après l'Assemblée nationale et les 50 députés En Marche qui se sont abstenus sur le vote de la loi anti-casseurs. Des doutes saisissent aussi certains sénateurs de la majorité présidentielle après le départ de Mathieu Orphelin. C'est un sujet de Jérôme Rabier. Il venait de s'abstenir sur la loi anti-casseurs, comme 49 autres députés de La République En Marche. Et ce proche de Nicolas Hulot a fini par tirer le même constat que l'ancien ministre de la Transition écologique. Mathieu Orphelin a donc quitté le groupe à l'Assemblée nationale, critiquant le manque de volonté, notamment en matière environnementale. Un départ que regrettent ses anciens camarades au Sénat. Moi, je comprends sa décision et d'un certain côté, je respecte toujours les choix individuels, même si je pense qu'il aurait été plus utile qu'il reste à l'intérieur du groupe. Au-delà de la question écologique, d'autres élus attendent davantage de social, surtout ceux issus des rangs de la gauche, qui peuvent s'inquiéter d'un manque d'équilibre. C'est vrai qu'on a un président de la République et une majorité parlementaire qui s'est construite plutôt sur un axe centre-centre-gauche. Et le fait qu'on ait un gouvernement qui se positionne assez clairement, de par ses principaux ministres, au centre-droit, pose une question d'équilibre entre des valeurs de gauche et de droite. Contrairement au discours de l'exécutif qui estime dépasser le clivage gauche-droite, pour de nombreux élus, ce marqueur reste important et la période actuelle est l'occasion d'avancer ces pions. Nous partageons tous la volonté de faire changer, de transformer la société française, mais nous partageons aussi, pour celles et ceux qui viennent de la famille de gauche, telle que vous l'indiquez, mais aussi pour d'autres, cette volonté d'avoir une dimension sociale et qu'effectivement, il ne faudra pas rester insensible à ce qui sera dit à l'issue du grand débat national. Au Sénat, le groupe En Marche ne compte que 23 élus, ce qui est bien plus facile à gérer que les 306 élus du parti à l'Assemblée, où le gouvernement dispose toujours d'une large majorité pour voter ces textes. Ça vous fait réagir, ce départ de Mathieu Orphelin ? Oui, parce que d'abord, je crois qu'une partie des gens s'imaginaient, au moins que sur le terrain des libertés publiques, Macron sera un libéral en économie, mais aussi un libéral dans le respect des libertés publiques. Et on voit bien à travers la loi qui a été votée que tel n'est pas le cas. Parce que le système lui-même génère de l'incompréhension, de la colère, et il faut la réprimer, parce que sinon, on ne peut pas avancer plus avant vers ce libéralisme destructeur. Et surtout la question écologique. Moi, je crois qu'on ne peut pas résoudre les grands enjeux écologiques d'aujourd'hui en continuant sur cette logique de la concurrence, du libéralisme, de la dérégulation, de l'affaiblissement des services publics, de la réduction des crédits pour l'État en donnant tout aux entreprises. Donc, enfin, tout, en tout cas beaucoup aux entreprises. Donc voilà, je crois que Mathieu Orphelin met révèle cela, comme Nicolas Hulot, le départ de Hulot l'avait fait. Et on va avoir un débat très important, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il s'en va maintenant, sur la fameuse programmation énergétique du pays, qui, telle que nous avons les éléments d'aujourd'hui, n'est pas du tout à la hauteur du rendez-vous.
Marie-Noëlle Lienemann, je voudrais qu'on parle de la gauche, de l'état des gauches. Vous avez lancé cette semaine un nouveau parti avec Emmanuel Morel, la gauche républicaine et socialiste. Ce matin, Benoît Hamon, dans une interview, appelle les gauches à un vote, à une votation citoyenne en vue des élections européennes. Est-ce qu'il faut des primaires à gauche pour unir les gauches en vue des élections européennes ? Alors, d'abord, vous dire pourquoi on a fait un nouveau parti et qu'est-ce qu'il a comme projet. Nous, on fait le constat qu'hélas, les partis de gauche ne sont plus en connexion avec la base sociale qu'ils doivent représenter, les salariés, les couches moyennes, les gens les plus démunis. Et on a un divorce qui n'a cessé de s'accroître. Nous pensons qu'il y a les principes d'une gauche républicaine sont confortés par ce qui se passe dans la société, l'exigence d'égalité, redistribution du pouvoir, des richesses, souveraineté populaire, intervention de l'État et des services publics. Tout ça nous paraît de grande actualité au moment où la grande vague libérale retombe. Pour autant, nous restons des ardents défenseurs de l'unité des forces de gauche et populaires. Et je ne comprends pas ce que dit Benoît. Comment on va faire des primaires pour une liste alors qu'on n'est même pas en clarification politique sur qu'est-ce qui peut nous fédérer. Vous ne pensez pas que la désunion actuelle est suicidaire pour la gauche ? Oui, mais on ne peut pas faire de la combine d'appareils pour se substituer à la nécessité d'avoir une dynamique qui rassemble. Donc ce matin, vous répondez non à la votation proposée par Benoît Hamon. Il ne m'a pas sollicité et je ne comprends même pas comment ça peut se passer. Je ne sais même pas comment ça peut se passer. Mais surtout, ce que ça cache derrière, c'est une grande ambiguïté sur qui veut-on rassembler. Parce que quand j'entends Benoît ou quand j'en entends d'autres, c'est on rassemble tout le monde sauf la France insoumise. Je m'excuse, c'est le premier parti de gauche, en tout cas au-delà de la gauche, populaire, et dans la gauche, c'est le premier parti. Alors pourquoi ne pas les rejoindre directement plutôt de créer votre propre 30 parti ? secondes, parce que nous faisons alliance avec la France insoumise. Nous ne sommes pas... C'est un mouvement avec des diverses composantes, avec diverses idées, et nous sommes à la fois, car la liste qui rassemble pour l'instant, c'est celle de la France insoumise, avec des socialistes, des écologistes, Manon Aubry et des ONG, notamment sur la lutte contre l'évasion fiscale, et nous ne faisons pas d'ostracisme à gauche, alors que le reste, c'est on fait la gauche non France insoumise. Ça ressemble quand même aux gauches irréconciliables en plus soft. Ça n'est pas ça qui va rassembler. Marie-Noëlle Lienemann, dans le reste de l'actualité, il y a le grand débat, bien sûr, Emmanuel Macron qui accapare ce grand débat avec ses prises de parole encore hier, 4 heures avec les jeunes, 4 heures de débat avec les jeunes. Je vous propose d'écouter, on en a parlé, Patrick Caner, qui était notre invité hier, qui est le chef de file des sénateurs socialistes. Moi, je suis quand même très inquiet. Quand je vois Emmanuel Macron ou le Premier ministre ou d'autres ministres faire la saturation des chaînes d'infos en permanence, je m'inquiète et nous allons saisir le CSA pour savoir si tout cela est conforme aux règles habituelles dans notre pays de répartition du temps de parole sur les chaînes. Les socialistes ont raison de saisir le CSA sur le temps de parole du président. Ils ont raison de saisir le CSA et en même temps, je ne comprends pas qu'ils se prêtent à ce jeu. Bon, bien sûr, les Français ont envie de parler. Toutes les petites réunions qui ont lieu localement, très bien. Mais enfin, les Français doivent aussi prendre la mesure du fait que la question centrale, c'est ce qu'ils disent, va-t-il être entendu ? Va-t-il amener à des décisions conformes à leur espérance ? 64% des Français soutiennent encore le mouvement des Gilets jaunes, d'après les sondages parus aujourd'hui. Et ils le soutiennent pour des raisons, il n'y a pas besoin de faire 50 000 débats pour savoir qu'ils veulent du pouvoir d'achat, de la justice fiscale et davantage de démocratie. Alors après, on peut voir comment. Et que là, on est en train de nous amuser en faisant des grands shows où il n'y a jamais la contradiction. Parce que débattre, c'est pas écouter. Le roi vient voir son bon peuple et lui dit « Que voulez-vous, mon peuple ?»« Ah, mais moi, je vais faire ceci ou ça, je vais faire. » Mais on est quand même dans un pays où il y a des décisions collectives. Quelle serait pour vous la bonne issue à tout cela ? Écoutez, moi je pense qu'à l'étape où nous sommes, probablement il faut de nouvelles... Alors d'abord, il faut de nouvelles élections législatives. C'est ce que disent Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Parce que le président... Donc une dissolution de l'Assemblée. Non mais attendez, il faut qu'il soit cohérent. Il nous dit c'est un nouveau pacte républicain. Sans le peuple, et puis c'est pas 3 questions bidons à un référendum. Donc pas de référendum. Justement, c'est-à-dire que le problème d'un référendum, à l'étape où nous sommes, si c'est un nouveau pacte républicain, c'est quelque chose de global. Donc il faut pas essayer de faire de la combine politique dans ces périodes où il faut trouver une issue et où les Français doivent choisir vraiment le cap qui est le leur. Je reste convaincue que la question démocratique amènera à un changement profond des institutions et pas le coup bidon du président de la République. Moi, j'ai de plus en
plus de pouvoir, j'affaiblis le Parlement, moins d'élus, et je donne en pâture quelques éléments référendaires. La question du référendum d'initiative citoyenne et de l'extension du champ référendaire. Moi, je demande que tout traité européen et de libre-échange fasse l'objet d'un vote européen. Dans ce cas-là, il faut changer la Constitution française. Exactement. Parce que l'article 11 aujourd'hui restera le champ du référendum. Et c'est donc pourquoi je pense que ce débat mérite que les citoyens soient associés par le biais d'une constituante ou par le biais d'un vrai débat et d'un vote au moment des élections législatives qui éclaire sur le type de démocratie que nous voulons désormais. Il faut donc compter le temps de parole du chef de l'État. Bah, écoutez, là, quand même, 5 heures tous les 2 jours, là, enfin, non, mais ce serait Poutine, on rigolerait, hein. Bon, alors, évidemment, on est plus poli, il est quand même moins bête, mais enfin, c'est quand même, il n'y a pas l'ombre d'une contradiction. Il dit des choses fausses. Personne ne peut dire non, c'est pas vrai ce que vous dites. Non. C'est moi, j'ai des paroles. Il écoute beaucoup aussi. Non, mais d'accord, pour vous dire, je vais y réfléchir. Non, mais attendez, on n'est pas dans une démocratie monarchique. Je vais y réfléchir. Comment on associe la population pour qu'elle arbitre, qu'elle prenne sa part sur les formes qu'on doit trouver aux solutions? Marie-Noëlle Lienemann, vous êtes ancienne ministre, je le rappelais tout à l'heure. Le ministre des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, anime des débats. La secrétaire d'État, Marlène Schiappa, n'hésite pas à se rendre dans des talk-shows liés au grand débat. Est-ce que c'est une évolution inévitable? Est-ce que quand vous étiez ministre, vous vous seriez prêté à ça? Ou est-ce que c'est un abaissement de la fonction? Non, mais qu'on aille discuter avec les gens. Là, je parle de télévision, d'animation de débat. Bon, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit le rôle des ministres. Je pense que le talk-show chez Cyril Hanouna aurait pu très bien s'opérer sans Marlène Schiappa, avec une personnalité n'importe, ou même un citoyen. Vous l'auriez pas fait, le truc. Moi, je n'aurais pas fait parce que d'abord, en revanche, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mettre les ministres en premier rang pour essayer de calmer les ardeurs du peuple. Eh bien, ça marche pas. Parce que quand vous regardez les revendications qui sont sorties, c'est l'envers de ce que la politique gouvernementale. Est-ce que c'est pas aussi une façon de toucher un public qui d'habitude ne s'intéresse pas du tout à la politique? Attendez, je n'ai pas critiqué l'émission de Cyril Hanouna. Non, mais... Ça ne m'a pas choqué. D'ailleurs, il y avait des jeunes. Et comme je vous ai dit, bonne surprise. Comme par hasard, il ressort d'ailleurs les mêmes revendications. Mais Sébastien Lecornu qui anime les débats, lui, qui co-anime, là, je suis en total désaccord avec ça parce que ça biaise ce qu'on appelle un débat public. Et le conflit qu'il y a eu avec la commission du débat public sur la capacité à garantir une certaine neutralité, un certain pluralisme, une indépendance. Puis la question qui est devant nous, c'est comment vont-ils faire les synthèses? Alors ils vont nous dire, on va faire les algorithmes. Nous avons auditionné au Sénat le président de la comité d'éthique qui nous a expliqué qu'avec leurs algorithmes, plein de sujets qui avaient été traités lors des auditions, notamment la participation des patients, n'avaient pas été ressortis des algorithmes. D'une autre discussion. Voilà. Peu de fiabilité aux conclusions. Merci Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris, rattachée au groupe communiste et ancienne ministre, d'avoir été notre invitée.